Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, sur une affaire d'assassinat. C'est une affaire, vous allez voir, qui est assez particulière. On va pas s'éterniser plus que ça sur l'intro. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux. Tout est dans la description, que ce soit le Twitch, le Twitter qui est très poussiéreux en ce moment, le Insta, ça fait plaisir, n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté sur les autres réseaux. Et on est parti maintenant pour voir l'affaire du meurtre de Jeremy Baron. Jeremy Baron est né en 1979 dans le Michigan. C'est à l'âge de 35 ans qu'il est décédé. Il n'est pas décédé de mort naturelle, il est décédé à cause d'autrui. Il était père de 3 enfants et il avait son propre business. C'est quelqu'un qui a été décrit comme quelqu'un d'aventureux, quelqu'un qui adorait faire de la moto, mais il avait également un côté qui était plutôt sombre. Il était quelqu'un qui adorait faire la fête, mais pas faire la fête où on fait une bonne soirée entre amis. Faire la fête pour lui, c'était consommer beaucoup de boissons qui peuvent te mettre dans un certain état, et également consommer des substances qui peuvent te mettre dans un état également totalement autre que ton état normal. En 2014, Jeremy Baron avait rencontré une jeune femme, Ashley Holt. Ils ont été ensemble, mais leur relation n'était pas le couple goals. C'était une relation plutôt tumultueuse où il y avait des séparations, des retrouvailles, c'était clairement des montagnes russes. Le 2 avril 2017, 2 adolescents qui faisaient partie de la communauté des Amish. Si vous ne savez pas ce que c'est, la communauté Amish est une communauté qui n'accepte pas la technologie. C'est quelque chose d'interdit. Par exemple, plutôt que de se déplacer en voiture, ils vont se déplacer en calèche. Et justement, les 2 adolescents de la communauté Amish qui étaient en train de monter à cheval ont découvert un corps. Je vous l'ai dit, c'est une communauté qui n'utilise pas la technologie. Donc, en voyant ça, ils ne peuvent pas appeler la police. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils sont allés dans la maison voisine la plus proche pour demander au propriétaire de la maison d'appeler le 911. Le shérif se rend sur place et il va observer la scène où le corps a été trouvé et tout de suite, les premières conclusions sont claires. L'état du corps est déjà dans un stade avancé de sa décomposition. Et en plus de ça, on voit clairement que c'est pas une mort naturelle parce qu'il y a des signes qui montrent que l'individu a été abattu. Il y a clairement sur le corps des traces de coups de feu. C'est sûr que si tu trouves un corps et que tu vois qu'il y a des impacts de balles sur tout ton torse, on va pas te dire je pense qu'il est tombé d'une falaise. Tu vois. Bon, mis à part ça, mis à part le corps en lui-même, il n'y a pas vraiment d'indices sur la scène de crime. Il y a des douilles, des traces de pneus, donc la police pense que l'homme en fait n'a pas été abattu ici, il a été abattu ailleurs et le corps a été déposé ici parce qu'en plus de ça, les vêtements et les chaussures que l'homme portait n'étaient pas sales. Là, il y a un petit couac, c'est que on ne sait pas forcément identifier le corps. Qui est décédé, qui a été retrouvé. Il n'y a pas de carte d'identité sur la victime, on ne peut pas le reconnaître du visu parce que le corps est déjà en décomposition. Donc la police va d'abord faire un petit état des lieux dans leur base de données, savoir s'il n'y a pas des personnes qui ont été portées disparues. Et il se trouve que Jeremy Baron était connu des services de police. Il se trouve que Jeremy Baron ne s'était pas présenté à une audience où il devait en soi assister, donc la police conclut qu'il a disparu depuis environ 6 semaines. Vous savez, quand il y a une arrestation, la police généralement va prendre les empreintes, ce genre de choses. Donc ils avaient déjà des empreintes de Jeremy Baron. Le médecin légiste a fait quelques petites recherches, quelques petites analyses, il a fait son travail et il a donc déterminé que oui, la personne qui a été retrouvée abattue dans les bois était Jeremy Baron. Donc là on se dit, qui a bien pu vouloir tuer Jeremy Baron? Donc là la police se pose la question de qui a bien pu vouloir tuer Jeremy Baron. Donc il faut une recherche sur son passé. Il retrouve que Jeremy Baron avait été arrêté pour être interrogé, c'était un suspect, mais attention, il n'avait pas été déclaré coupable, mais il était suspecté dans une affaire d'agression sur mineur. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si il était réellement coupable ou innocent. La présomption d'innocence prévaut toujours tant qu'il n'a pas été reconnu coupable clairement, mais voilà, on ne sait pas trop, et malheureusement on ne peut pas le savoir parce qu'il est décédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pourquoi il était suspecté? C'est très simple. En fait, un des amis de Jeremy l'a accusé clairement d'avoir agressé sa fille. Jeremy avait été arrêté pour ça, il avait été interrogé, mais on pensait que c'était lui, il y avait des preuves qui allaient dans ce sens, il y avait en soi plusieurs pistes possibles, et justement, l'audience à laquelle il devait assister devait déterminer si oui ou non il était coupable. Jeremy lui s'est toujours défendu, il a toujours dit qu'il était innocent et qu'il était accusé à tort, et c'est pour ça que ça a un peu surpris tout le monde qu'il ne se présente pas à l'audience pour se défendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose de logique. Tu te dis que si la personne n'a rien à se reprocher,
pourquoi elle ne se présenterait pas à l'audience qui pourrait soit le condamner, soit prouver son innocence. Cette audience était prévue le 15 février 2017, donc quelques mois avant la découverte de son corps, et voyant qu'il ne s'y est pas présenté, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui, avec des petites affiches qui ont été dispersées dans les rues, disant voilà, si vous le voyez, prévenez la police pour qu'on l'arrête. La police a un peu plus cru en la culpabilité de Jérémy quand il ne s'y est pas présenté. Je pense que c'est quelque chose d'assez normal, parce qu'en soi, s'il était condamné, il aurait pris 15 ans de prison. Donc ils se sont dit que Jérémy, il n'avait pas envie de faire ses 15 ans de prison s'il était reconnu coupable, et qu'il avait simplement pris la fuite. Sauf que cette théorie est tombée à l'eau quand son corps a été découvert. Donc là, on a un meurtre. On sait qui est Jérémy, ça permet un peu de mettre les points sur les i et les barres sur les t sur le fait que non, il n'a pas pris la fuite, c'est juste que il a été assassiné. Donc la police se pose quelques questions, ils se disent qui aurait pu en vouloir à Jérémy? Qui était autour de lui, qui le connaissait? Donc ils se sont dit qu'ils allaient parler à Ashley, celle qui avait eu une relation avec lui. Cette Ashley, elle avait des points communs avec notre victime. C'était quelqu'un qui adorait faire la fête, et à cause de Jérémy, de sa fréquentation avec Jérémy, et à cause de sa manière de faire la fête, qui était la même que celle de Jérémy, c'est-à-dire à boire beaucoup et à consommer des substances, elle a perdu la garde de ses enfants. Quand la police l'a interrogée, Ashley avait carrément changé de vie, elle travaillait, elle avait arrêté de faire ses fameuses fêtes, etc. Elle voulait vraiment récupérer la garde de ses enfants, et elle disait que le seul truc qui pouvait l'empêcher de retrouver la garde de ses enfants, c'était si Jérémy revenait dans sa vie, parce que leur relation n'était pas terminée. Donc d'un côté, certes, il y a ce côté sentiment pour Jérémy, mais il y a aussi le fait qu'elle veut récupérer la garde de ses enfants, donc c'était compliqué. Ashley, devant la police, semble assez choquée et dévastée par la mort de son amant, et donc la police va poser une question cash. La police a demandé si Ashley aurait des idées sur qui aurait pu assassiner Jérémy. Et Ashley va sortir le nom de quelqu'un. Elle va sortir le nom de quelqu'un qui pourrait être logique, et peut-être que vous-même vous y avez pensé. Elle va dire le père de la jeune fille que Jérémy aurait supposément agressé. Apparemment, le père de cette jeune fille aurait, à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, dit comment il aurait assassiné Jérémy, que s'il avait une arme à feu, le problème serait réglé. Donc là, effectivement, on a un suspect qui semble plutôt plausible, avec un mobile, le mobile de la vengeance, donc la police se dit, banco, allons voir cet homme. Ils vont le voir rapidement le 5 avril, et cet homme-là, lui, il est très honnête face aux policiers. Il ne cache pas son ressentiment vis-à-vis de Jérémy. Sauf qu'il dit bien que je hais cet homme, par rapport à ce qu'il a fait, je ne pourrais pas le tuer, et je n'en serais pas capable. Il propose même de passer devant un détecteur de mensonges pour prouver ce qu'il dit. Donc là, rapidement, la police croit sur ce que dit cet individu, ils ne remettent pas sa parole en cause, il semble vraiment honnête, donc ils décident de l'exclure de la liste des suspects pour le moment. L'enquête continue, elle n'avance pas beaucoup, mais la police explore différentes pistes. La police découvre que Jérémy faisait pas du business, mais traînait avec pas mal de personnes assez louches, et à un moment donné, quelqu'un vient donner une nouvelle piste, un nouveau champ du possible à explorer. C'est une amie de Jérémy qui dit que elle avait des relations avec Jérémy, ils n'étaient pas en couple, mais ils se fréquentaient un petit peu. Donc, comme pour Ashley, la police lui pose la question, selon vous, qui aurait pu tuer Jérémy? Elle ne sait pas trop, mais elle va dire que la police devrait se renseigner sur un homme, du nom de Jay Clark. Ce fameux Jay Clark était un homme un peu plus âgé que Jérémy, Ashley et la fameuse amie. Il venait de l'Ohio, et lui il avait un lien tout particulier avec Ashley. Il l'avait rencontré en 2016, et il était tombé vraiment très amoureux d'elle. Il lui avait acheté une voiture, il avait payé son loyer. Quand ils sortaient ensemble, c'est lui qui payait tout. Sauf qu'à un moment donné, problème. Ce fameux Jay a dit à Ashley qu'il était amoureux d'elle, sauf que Ashley lui a dit friendzone. Il lui a dit qu'elle ne l'aimait pas comme ça, mais qu'elle le voyait uniquement comme un ami. Donc là, quelque chose se crée dans la tête de Jay, dans son cœur. Ce qui se crée, c'est de la jalousie. Parce qu'il sait que Ashley côtoie Jérémy, qu'ils ont des relations, qu'ils ont plus une relation de couple qu'une relation amicale. Donc, il commence à éprouver une certaine haine vis-à-vis de Jérémy, et même simplement à l'évocation de son nom. La police pense que Ashley, c'est peut-être quelque chose, mais qu'elle en garde le secret. Donc, les enquêteurs décident d'interroger la sœur d'Ashley avec qui elle était assez proche, parce qu'ils se disent que si jamais elle avait un secret, peut-être qu'elle l'aurait confié à quelqu'un de proche d'elle, sa sœur. Donc la sœur Jolene a été interrogée, et alors que elle et Ashley travaillaient ensemble, Ashley lui aurait dit quelque chose. Elle lui a dit qu'elle était avec Jay quand Jérémy a été tué. Et là, ça fait un petit truc bizarre dans la tête des enquêteurs, qui se disent, attends, comment pourrait-elle savoir qu'elle était avec Jay
quand Jérémy a été tué si elle ne savait pas que Jérémy avait été tué. Donc là, la police se dit, ok, on rappelle Ashley, on va voir ce qu'elle a à dire. La police décide cette fois-ci de ne plus être assez sympathique et assez cordiale, il décide d'être un peu plus virulent pendant l'interrogatoire. Les inspecteurs mettent la pression à Ashley en lui disant qu'elle est sous surveillance depuis un moment. Ils lui disent également que ils savent ce qu'elle a dit à sa sœur, qu'ils vont pouvoir même l'écouter eux-mêmes parce que le fameux Burger King avait des images de surveillance. Donc là, Ashley, elle flippe un peu. Elle va dire qu'elle a peur de Jay et qu'elle était là quand Jérémy a été abattu. Elle parle un peu de son histoire, elle dit qu'elle a rencontré Jay à l'automne 2016, qu'elle se confiait à lui sur sa relation avec Jérémy, et que c'est à cause de lui que sa vie a dérapé. Pas à cause de Jay, à cause de Jérémy. Parce que ce Jérémy était apparemment violent, il l'a forcé à consommer des substances, et qu'en gros c'est à cause de lui qu'elle avait perdu la garde de ses enfants. Le 8 février 2017, elle traînait avec Jay et Jérémy. C'était la première fois que Jay et Jérémy se rencontraient. Tout le monde s'entendait en soi plutôt bien. Il n'y avait pas forcément d'animosité, bien qu'on sait que Jay n'aimait pas trop Jérémy. Et à un moment donné, le groupe a décidé d'aller rendre visite à un ami chez lui. L'ami n'était pas là, donc tout le monde est retourné dans la voiture blanche de Jay. Et comme ça, sorti nulle part, Jay aurait sorti une arme à feu et l'aurait tiré sur Jérémy. Paniqué, Ashley aurait supplié Jay de la ramener chez elle, chose qu'il a fait, et après il serait parti tout seul jeter le corps. Là du côté d'Ashley, du coup c'est foutu. Pour la police c'est simple, il y a complicité, et en plus de ça, entrave à la justice, parce qu'elle aurait pu dire ça la première fois où la police est venue l'interroger. Pourquoi garder ce secret? Et en plus de ça encore, la police pense que Ashley est plus impliquée dans cette affaire qu'elle ne veut bien avouer. Donc là il nous faut maintenant une autre version, la deuxième personne qui sera impliquée dans cet assassinat, l'histoire du fameux Jay. Sauf que lui, il a fui la région après le meurtre. La police traque Jay, il retrouve son véhicule qui avait été vendu, il fouille le véhicule, la banquette arrière de la voiture avait été retirée, il n'y avait pas de preuves forcément dans la voiture. Donc là, la police se dit comment on peut retrouver ce fameux Jay, il peut être n'importe où. Et c'est là qu'une idée vient germer dans la tête des enquêteurs, ils se disent, cet homme-là, il a tué Jérémy, probablement par jalousie. Il est amoureux maladif d'Ashley. Donc, si Ashley lui dit, viens en ville, j'ai besoin de toi, il va venir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. La police a dit à Ashley de contacter, Jess s'est pointé. La police confronte le témoignage d'Ashley devant Jay, il dit qu'elle a avoué qu'il était le tireur. Jay avoue que oui, c'était lui le tireur et qu'il a tiré 3 ou 4 fois sur Jérémy. Et il confirme plutôt le témoignage d'Ashley, c'est-à-dire qu'il va dire qu'effectivement, elle n'a rien fait, elle était juste dans la voiture, qu'il l'a déposée chez elle et après il allait jeter le corps tout seul. Et du coup, Jay donne la raison de son acte à la police, il dit qu'en fait, il a fait ça pour sortir Jérémy de la vie d'Ashley. Il pensait faire une bonne action parce que Ashley avait peur de Jérémy, elle voulait vraiment retrouver la garde de ses enfants. Et en plus de ça, lui avait aussi une idée derrière la tête. Il pensait qu'une fois Jérémy parti, Ashley sortirait avec lui. Donc finalement, Jay a été accusé d'homicide. Donc au tribunal, on allait voir si c'était un meurtre au premier ou au deuxième degré. D'autres tests ont été faits passer, notamment à Ashley, notamment un passage au détecteur de mensonges, et elle s'en est pas très bien sortie. La conclusion de ce test, c'est que Ashley savait au moment où Jay et Jérémy se sont rencontrés et qu'ils ont passé, on va dire, les moments précédents son assassinat, elle savait que Jérémy allait mourir. D'ailleurs, elle était bien plus complice que ce qu'elle ne l'avouait, parce qu'elle va avouer du coup vraiment quand son histoire de non je savais pas etc est tombée à l'eau, qu'elle avait mis en place un code avec Jay, code qui indiquait que là maintenant c'était le moment de tuer Jérémy. Donc oui, elle était clairement complice. Le code c'était Get Her Done. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, s'il y en a un des deux qui disait ça, bah ça veut dire que le moment était venu d'assassiner Jérémy. Après ça, effectivement, Jay a déposé Ashley chez elle, et ensuite il a déposé le corps de Jérémy dans les bois, là où il a été retrouvé. Donc là, les charges qui ont été retenues contre Ashley changent. Elle n'est plus que complice, elle fait partie intégrante de l'homicide. Donc maintenant, elle a un meurtre sur le dos et aussi un complot en vue de commettre un meurtre. La police se pose quand même une question, c'est que bien qu'ils aient retrouvé 4 traces de coups de feu sur le corps de Jérémy, eh bien il y en avait une 5e qui était différente des autres. C'est pas la même arme qui avait été utilisée, et cette blessure là, la police n'a jamais su expliquer d'où elle pouvait provenir. Sachant que Ashley dit que elle par contre elle n'a vraiment pas tiré sur Jérémy. Après est-ce qu'elle ment encore ou pas, ça on sait pas. C'est un procès un peu tumultueux qui s'est passé ensuite. De base, Ashley avait accepté de témoigner contre Jay pour avoir en soi une sorte de réduction de peine, mais au moment du procès de Jay, là elle a refusé, du coup c'est la sœur de Ashley qui a témoigné à sa place. Et la sœur a dit que Ashley, c'était le cerveau du groupe, et qu'elle avait manipulé Jay pour obtenir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire la mort de Jérémy. Jay Clark, lui, a été condamné à perpétuité. Ashley, elle, pourra demander une libération conditionnelle en 2042. Est-ce que ce sera accordé?
pas sûr, mais elle pourra en faire la demande. Aujourd'hui, Ashley essaye d'effacer son nom dans le sens où elle essaye de prouver son innocence et qu'elle a rien fait. Elle a essayé de faire appel pour justement clamer son innocence, mais l'appel a été rejeté. Donc la justice considère qu'elle est encore une fois coupable. C'est là que cette histoire s'arrête, cette affaire criminelle. Là où c'est très chaud, c'est que on pourrait penser de base que Jeremy Varone a été assassiné par rapport aux premières accusations dont il était le sujet. Et en fait on se rend compte que pas du tout, ça n'avait rien à voir. On aurait pu se dire, ouais c'est le père de la fille qui l'accuse, etc., qui l'a assassiné par vengeance. Pas du tout. C'est vraiment juste une histoire de triangle amoureux, si on peut dire ça comme ça, et chacun avait un mobile différent. Ashley, son mobile, c'était enlever Jeremy de sa vie et récupérer ses enfants. Jay, son mobile, lui, c'était sortir Jeremy pour prendre sa place, clairement, et devenir l'amant de Ashley. J'espère que cette histoire vous a plu, les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Moi j'ai trouvé que c'était une histoire assez passionnante parce qu'il y a pas mal de rebondissements dans cette affaire. Encore une fois, je m'étale pas sur tout ce qui se passe d'un point de vue judiciaire derrière les procès, etc. Bon après là il s'est pas passé masse de trucs hein, comme sur d'autres affaires, mais sinon dans les faits je trouve que c'est une affaire très intéressante. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cette affaire criminelle. Moi perso, pas du tout. Si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!